nous retournons en immunologie avec un autre domaine important dans l'actualité. Notre conférencier est le docteur Daniel Lévy-Bruhl, c'est un patronyme très célèbre en sociologie. Il est médecin de formation, il a travaillé pendant un certain temps pour l'OMS, pour l'UNICEF, et ensuite en 1986, il a rejoint le Centre international de l'enfance, en particulier le service des vaccinations et des maladies transmissibles à Paris. Ensuite, il a effectué un DEA en santé publique et en biostatistique. Depuis 1997, il est responsable de l'unité infection respiratoire et vaccination dans le service Santé publique France, c'est-à-dire en gros l'autorité de santé en France. Donc ils y évaluent l'impact épidémiologique et l'impact de la couverture vaccinale pour pouvoir conseiller les autorités à propos du calendrier vaccinal. Et comme vous le savez, c'est important dans l'actualité pour le moment, et il y a des changements importants en France où ils sont beaucoup plus proactifs que nous en Belgique pour le moment. Donc il a une expertise épidémiologique avérée dans ce domaine, c'est un expert dont on requiert des compétences dans beaucoup d'instances, en France, au niveau de l'Union européenne également. Et son unité est également impliquée dans l'expertise concernant les crises sanitaires avérées ou potentielles. Il y a des pathologies respiratoires émergentes, donc SARS par exemple, ou la grippe. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui, Monsieur Lévy-Bruhl. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, même si je réalise le défi que représente le fait de vous parler de quelque chose d'aussi trivial que la couverture vaccinale après deux interventions aussi brillantes et pointues que celles auxquelles vous venez d'assister. Bon, je n'ai plus d'autre choix que d'essayer de relever la décision. Je ne l'ai pas écrit sur cette diapositive, mais je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors bien sûr, je commence par vous montrer le calendrier vaccinal français, qui ressemble bien sûr de très près à celui que vous connaissez, que vous pratiquez ici, même si les âges sont peut-être un petit peu différents. On retrouve les mêmes vaccins, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus influenzae B, hépatite B, pneumocoque, méningocoque, rougeole, oreillon, rubéole sont les vaccinations qui, en 2017, étaient déjà inscrites dans le calendrier vaccinal des nourrissons. À la vaccination rotavirus près, c'est exactement les mêmes vaccins qui figurent dans le calendrier de vaccination belge. Mais c'est une chose d'avoir un calendrier vaccinal pertinent, mais ça ne fait pas une politique vaccinale. Ce qui compte, bien sûr, c'est la mise en œuvre de ce calendrier. Et c'est ce que nous allons regarder dans les diapositives suivantes. Donc nous nous trouvons en 2017, puisque vous l'avez compris, l'objet de ma communication, c'est de parler de ce qui s'est passé en France depuis 2017. Donc nous sommes encore en 2017, nous avons des données 2016 de couverture vaccinale. Qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre que pour les trois vaccins qui, depuis des décennies en France, sont obligatoires, diphtérie, tétanos, polio, obligatoire depuis le milieu du siècle dernier, eh bien, la couverture vaccinale est excellente. Nous n'avons pas à rougir des niveaux atteints. Bien entendu, une vaccination comme la coqueluche profite du caractère obligatoire des vaccins d'été polio, dans la mesure où il n'existe pas de vaccin d'été polio. Donc on est obligé, si on veut vacciner contre diphtérie, tétanos, polio, de vacciner en même temps contre la coqueluche, et c'est tant mieux pour la couverture vaccinale coqueluche, qui est strictement identique à celle des trois premiers. En termes d'impact épidémiologique, eh bien comme ici, grâce à ces niveaux très élevés de couverture vaccinale, des vaccins très efficaces, nous avons éliminé la diphtérie en France et nous n'identifions plus que quelques rares cas importés, et les investigations que nous menons autour de chacun de ces cas n'ont jamais mis en évidence de transmission secondaire de la bactérie ToxPlus, c'est-à-dire affectée par un phage. Pour le tétanos, nous avons également le même type de succès, encore que, comme vous le savez, le tétanos n'est pas une maladie transmissible, et donc il n'y a pas pour le tétanos, comme il y a pour la diphtérie,
d'immunité collective, de protection de groupe. Donc tout enfant non vacciné, même s'il vit dans un environnement où tous les autres sont vaccinés, est à risque de tétanos. Et d'ailleurs, c'est objectivé par le fait que nous avons identifié 3-4 tétanos chez les enfants entre 3 et 8 ans ces dernières années. Donc enfants qui avaient réussi, pas eux, mais leurs parents, avaient réussi à échapper à l'obligation vaccinale, et le prix à payer, ça a été des contaminations. La poliomyélite, là aussi, je vais passer vite. La poliomyélite, elle est éliminée en Europe, elle est éliminée en France. Vous voyez que ça fait bien longtemps que nous n'avons plus vu de circulation de virus polio dans nos pays. Hémophilus influenzae B, c'est pratiquement le même niveau de couverture vaccinale. Quelques parents, peut-être quelques médecins, préfèrent utiliser un vaccin à 4 composants, c'est-à-dire qui exclut les Hémophilus influenzae B. Donc, vous voyez, on a une petite différence de 1% de couverture vaccinale par rapport au vaccin obligatoire. L'hémophilus n'est pas obligatoire, mais ça n'a pas empêché le succès spectaculaire de cette vaccination. Et s'il y a des pédiatres dans la salle, ils savent à quel point ceci a été vu dans tous les pays qui, en quelques années, après avoir introduit cette vaccination, ont vu quasiment disparaître les terribles méningites à Hémophilus B du petit nourrisson, sans parler des épiglotites. Vous voyez ici la disparition très rapide de ces infections. Alors, les vaccins suivants dans la liste, ils sont administrés en même temps que le vaccin DT polio. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le vaccin hépatite B, qui pourrait profiter de la combinaison à travers le vaccin hexavalent, qui permettrait de vacciner en même temps contre l'hépatite B que l'on vaccine contre la diphtérie, le tétanos et les polio, voit sa couverture vaccinale de 10 points inférieure. Ça veut dire qu'il y avait en tout cas en 2017 10% des familles, et avec peut-être l'accord, ou en tout cas c'est comme ça que ça s'est terminé, de leurs médecins, ont préféré utiliser un vaccin sans hépatite B, un vaccin pentavalent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le vaccin pneumocoque qui est administré au même âge, qui lui nécessite 3 injections supplémentaires, il n'y a pas de combinaison vaccinale incluant la composante pneumocoque, voit sa couverture vaccinale finalement plus élevée que le vaccin hépatite B qui lui ne nécessite pas d'injection supplémentaire. Et donc on voit là qu'il y avait un problème d'adhésion spécifique à ce vaccin. Et puis si on quitte maintenant les vaccins de la première année de vie pour regarder ce qui se passe un petit peu plus tard, donc la deuxième année de vie, nous avons bien sûr la vaccination rougeole, oreillon, rubéole, avec une couverture vaccinale pour la première dose qui était en 2017 de 91%, et pour la deuxième dose de 79%. Alors on pourrait dire 91%, c'est pas si mal, 9 enfants sur 10 vaccinés pour la première dose, mais finalement, vous allez voir, ça ne va pas nous satisfaire. Alors je présente ici des données qui sont un peu anciennes, mais ce n'est pas parce que j'ai oublié d'actualiser la diapositive, c'est pour 2 choses. D'abord pour vous montrer à quel point elle stagnait. Vous voyez qu'en 2008 elle était à 89, en 8 ans on a gagné 2%, et surtout pour vous montrer l'hétérogénéité très forte de cette couverture, de la couverture moyenne cachant le fait que dans certaines parties de la France, et je suis bien obligé de la nommer, le quart sud-est, eh bien, nous avons un grand nombre de départements dans lesquels la couverture vaccinale en 2008 était inférieure à 85%, voire moins, alors que l'objectif de couverture vaccinale, c'est 95%. Pourquoi c'est 95%? Pourquoi est-ce que 90% ou 91% on ne s'en satisfait pas? On pourrait dire que c'est déjà pas mal. Eh bien non, pour la rougeole, ce n'est pas suffisant. En effet, la rougeole est une des maladies les plus facilement transmissibles, une des maladies les plus contagieuses que l'on connaisse. La contagiosité d'une maladie infectieuse se mesure par ce qu'on appelle le taux de reproduction de base, le nombre de reproduction de base, qui correspond au nombre moyen de personnes susceptibles qu'un infectieux peut contaminer pendant toute sa phase infectieuse. Et vous voyez qu'en les classant par ordre de taille de ce fameux paramètre qu'on appelle R0, la rougeole est tout en bas de la liste. Ça veut dire qu'un cas de rougeole dans une population susceptible peut contaminer jusqu'à 16 personnes autour de lui pendant la période de son infectiosité. Ce qui se traduit par un niveau d'immunité nécessaire dans la population pour interrompre la transmission du virus de 94%. On peut le calculer par une formule mathématique, c'est très simple. On voit bien qu'avec 91%, on est très au-dessus de ce taux. Et ce qui devait arriva en France. C'est ici l'épidémiologie de la rougeole entre 2008 et 2017. Vous voyez cette épidémie
de rougeole extrêmement importante. Nous avons reçu plus de 24 000 fiches de notification, puisque la rougeole fait partie des maladies à déclaration obligatoire. Nous avons fait une estimation du taux d'exhaustivité. Vous pouvez facilement multiplier ce nombre par 2, 50 000 cas de rougeole, alors que 2010 c'était la date pour laquelle la France s'était engagée à éliminer la rougeole, avec un fardeau en termes de morbidité sévère, voire de mortalité loin d'être négligeable, plus de 1500 pneumonies hospitalisées, 35 encéphalites, 20 décès. Et ce qu'il faut bien sûr avoir à l'esprit, c'est le fait que tous ces cas et tous ces décès auraient pu, et peut-être auraient même dû auraient dû être évités par la vaccination, soit par la protection directe pour tous les enfants ou jeunes adultes qui faisaient partie des recommandations vaccinales et qui auraient dû être vaccinés, qui n'ont pas été, soit par l'immunité de groupe qui aurait permis une couverture vaccinale suffisante pour protéger ceux qui ne peuvent pas l'être par la vaccination parce qu'ils présentent une contre-indication. Et je pense en particulier bien sûr à deux catégories de population, les nourrissons de moins de 1 an qui sont trop jeunes pour être vaccinés et les sujets immunodéprimés pour lesquels bien entendu un vaccin vivant comme le vaccin ROR ne peut être administré. Juste cette diapositive pour illustrer que par rapport à ce que je viens de mentionner, que les sujets de moins de 1 an, vous le voyez, ce sont les 3 vagues de l'épidémie 2008-2011, mais quelle que soit la vague, on voit le même résultat, c'est que les sujets de moins de 1 an, donc non vaccinables, ont payé le plus lourd tribut à la rougeole. D'ailleurs, on le sait, le taux de complication de la rougeole est particulièrement important avant 1 an, et parmi les décès, près de la moitié des décès qui sont survenus chez les sujets immunodéprimés, et là aussi, ces sujets auraient bien aimé que leur entourage soit vacciné. Eux ne pouvaient pas l'être pour leur éviter ces drames. Dernière vaccination du calendrier du nourrisson, c'est la vaccination contre le méningocoque C, là aussi, vaccination simplement recommandée à l'âge de 12 mois, et la couverture vaccinale n'est qu'en 2017, cette année 2016, de 70%. Alors c'est important très rapidement de mentionner l'histoire de cette vaccination, parce qu'en fait, il faut reconnaître, elle est récente, hein, c'est pas comme la vaccination ROR, donc on pourrait s'attendre à ce que la couverture vaccinale ne soit pas aussi élevée. Elle a été introduite en 2010 dans le cadre de vaccination, et le choix qui a été fait, qui est d'ailleurs le choix qu'a fait également la Belgique, c'est de recommander à partir de l'âge de 1 an, mais avec un très large rattrapage jusqu'à 24 ans. Pourquoi ce choix? Pour 2 raisons. On le voit ici que jusqu'à 24 ans, ça correspond à l'âge dans lequel surviennent ces infections qui sont certes rares, mais parfois, comme vous le savez, très sévères, voire dramatiques. Et donc, l'espoir était de couvrir par protection directe toute cette tranche d'âge potentiellement infectée. Mais il y avait un deuxième objectif, qui était celui de couvrir les jeunes nourrissons sans avoir besoin de les vacciner. Pourquoi? Parce que pour vacciner un nourrisson, en tout cas à l'époque, il fallait 3 doses, c'est ce qui figure dans le résumé des caractéristiques des produits. Il nous paraissait difficile d'ajouter 3 doses supplémentaires dans le calendrier du nourrisson. Mais vous voyez qu'en faisant ce choix, eh bien, on laissait de côté en termes de protection directe la tranche d'âge, là aussi, où le taux d'incidence est le plus élevé. Et donc, c'était un pari de protéger indirectement ces enfants grâce à une couverture vaccinale élevée et à l'immunité de groupe que cette couverture vaccinale allait induire. Eh bien, que s'est-il passé? Ce pari, nous l'avons perdu. Ici, ce sont les données de couverture vaccinale. J'ai juste fait figurer les 3 dernières années. Vous voyez que la couverture vaccinale, certes, a tendance, quel que soit l'âge, à augmenter avec le temps. Mais ce qui est surtout le plus clair dans cette diapositive, c'est qu'elle a tendance à diminuer de manière extrêmement importante avec l'âge. Vous voyez que la couverture vaccinale, dans ces tranches d'âge, qui sont les tranches d'âge qui portent le méningocoque de la gorge, qui sont ceux qui vont contaminer les jeunes nourrissons, on ne se contamine pas entre nourrissons, ce sont les jeunes adultes et les adolescents qui contaminent les petits, et bien là, la couverture vaccinale était bien sûr beaucoup trop faible pour espérer obtenir cette fameuse immunité collective pour protéger les petits nourrissons. Et qu'en est-il de l'impact de ces niveaux de couverture vaccinale sur l'épidémiologie de la maladie? Donc voici les données là aussi de la déclaration obligatoire des infections à méningocoque, d'infections invasives à méningocoque C. Donc vous voyez que déjà dans les tranches d'âge des 1 à 24 ans ciblées par la vaccination, on voit une diminution mais relativement réduite. Mais par contre, chez les plus de 25 ans, pas d'immunité collective que les aurait protégés. Et surtout,
entre 2010 et 2017 une augmentation de l'incidence des infections à méningocoque C. Il ne s'agit pas bien sûr de conclure que le vaccin a été à l'origine de cette augmentation. Simplement, nous avons mis en œuvre cette stratégie de vaccination parce que nous savions qu'un nouveau cycle épidémique allait débuter, ce qui n'a pas manqué, et donc on peut dire que nous n'avons pas réussi à prévenir ce cycle épidémique et donc à ralentir l'augmentation du nombre de cas chez les jeunes nourrissons, à telle enseigne qu'il a été décidé en 2017 d'introduire quand même une dose chez les moins de 1 an, pour ne pas continuer à voir survenir des cas dans cette population. Et globalement, quand on fait le bilan de ce qui s'est passé entre 2011 et 2017, donc période vaccinale, eh bien, d'après nos données, on voit que plus de 800 cas et plus de 100 décès sont survenus, et on peut conclure, comme pour la rougeole, que l'immense majorité de ces événements auraient pu être évités. Bien sûr, tous ceux qui sont survenus chez les sujets ciblés par la recommandation vaccinale, les 1 à 24 ans, vous voyez, plus de 300 et plus de 30 décès sont survenus chez des sujets ciblés par la vaccination qui n'étaient pas vaccinés, et le vaccin est tellement efficace qu'on peut dire que la quasi-totalité aurait été évitée, et les autres, donc chez les moins de 1 an et les plus de 24 ans, si l'unité de groupe avait été atteinte. Et qu'est-ce qui nous permet de dire que ça se serait passé de cette manière? C'est par exemple l'expérience de vos voisins néerlandais qui ont mis également en œuvre une stratégie de vaccination à partir de l'âge de 1 an avec cet espoir d'éliminer la maladie, y compris chez les jeunes nourrissons, sans avoir besoin de les vacciner. Eh bien, eux, ça a marché, mais ils ont fait les choses sérieusement. Vous voyez qu'ils ont mis en place une campagne. En quelques mois, ils ont vacciné 94% des 1-18 ans. Et vous voyez l'impact épidémiologique indiscutable de cette stratégie. Alors pourquoi ces niveaux de couverture vaccinale insuffisants en France, en particulier pour les 2 derniers vaccins que je viens de mentionner, rougeole, rougeole et méningococque? Eh bien, c'est bien sûr le reflet d'une défiance d'une certaine partie de la population française envers la vaccination. Ici, ce sont des données de ce qu'on appelle le baromètre santé. C'est une enquête que nous menons régulièrement, qui explore différentes facettes de la perception des Français vis-à-vis de différentes problématiques sanitaires, mais nous avons intégré systématiquement dans ces enquêtes toujours 3 questions sur la vaccination pour servir un petit peu de mesure de tendance. Et ce qu'on voit ici, c'est assez clair. Dans les années 2000, la proportion de sujets qui répondaient à la question « Êtes-vous favorable à la vaccination ?» était à peu près stable, et c'était moins de 10%, en gros, vous voyez, autour de 10%. Campagne de vaccination H1N1 en France en 2009, vous voyez, cette proportion ne chute pas, augmente jusqu'à 40%. Certes, des choses se sont améliorées depuis, mais vous voyez qu'on n'a jamais retrouvé le niveau de confiance que nous avions avant 2009, avec entre 20 et 25% des adultes qui continuent à répondre qu'ils ne sont pas favorables à la vaccination. Et on retrouve d'ailleurs, quand on regarde les données de manière un petit peu plus fine au niveau spatial, on retrouve ce qu'on voyait en termes de couverture vaccinale, c'était attendu, c'est-à-dire que dans le quart sud-est, eh bien, nous avons en gros une adhésion qui est inférieure à celle des autres régions. Et comme vous le savez, cette adhésion, elle repose pour beaucoup sur une crainte des effets secondaires des vaccins. Et vous connaissez peut-être cette diapositive qui a été largement diffusée, qui pointe du doigt le fait que la France est le pire élève en termes de confiance dans la vaccination. À travers cette étude menée par la London School of Hygiene and Tropical Medicine, la conclusion a été que le taux de la population française qui pensait que les vaccins ne sont pas sûrs est la pire au monde, puisqu'elle était dans cette enquête de 41%. Vous voyez la couleur très foncée dans laquelle la France se situe. Alors on peut discuter de la manière dont la question a été posée, de la fiabilité des réponses. Il n'empêche que c'est une réalité indubitable qui a un vrai souci autour de la confiance concernant les vaccins. Et dans la même enquête que j'ai mentionnée, qui est le baromètre santé, en 2016, on a été un peu plus loin dans l'exploration de la vaccination, et on a posé en particulier une question qui est importante pour la suite de l'exposé, qui était de savoir ce que les parents feraient si la vaccination diphtérie, tétanos, polio n'était plus obligatoire. Et vous voyez que la réponse à cette question, le chiffre important est ici, c'est que 13% des parents ont répondu que si demain cette situation était avérée, eh bien ils feraient soit certainement, soit probablement pas vacciner leur enfant avec ce vaccin diphtérie, tétanos, polio.
Et donc ça, bien sûr, avec les réserves qu'il faut mettre sur des réponses à ce genre de questions, où on demande aux gens quelle est leur intention sur un hypothétique scénario futur, n'empêche que ça nous a alertés, mais ça montre des choses intéressantes et qui nous ont été utiles pour la suite. Je ne pense pas que ça soit parce que les parents pensent que le vaccin diphtérie tétanos polio est dangereux ou inintéressant. C'est juste parce qu'en France, le fait qu'un vaccin soit obligatoire est quelque chose qui est extrêmement encourageant pour les familles. Et dans la question, je pense que les familles ont compris que si on levait l'obligation, c'était bien qu'il n'y avait plus besoin de vacciner. Et ça, c'est quelque chose qui est je vais passer sur cette diapositive, quelque chose qui se retrouve dans une autre enquête plus récente que nous avons effectuée dans le cadre de la concertation citoyenne dont je vais parler rapidement, qui a consisté dans une démarche un petit peu différente, puisqu'ici c'est de focus group, donc dans une démarche plus qualitative où on peut aller un petit peu plus loin, à interroger la population sur leur perception de l'obligation vaccinale. Et ce qui est ressorti de manière quasi consensuelle, unanime dans ces focus group, c'est que le caractère recommandé d'une vaccination lui confère une dimension positive et qu'à contrario, une vaccination qui n'est que recommandée lui confère une dimension facultative. Alors, j'ai dit ici quelques verbatims, ce sont de deux parents, hein, et on retrouve exactement ça. De toute façon, si c'est obligatoire, on ne se pose pas de questions, on le fait, mais aussi on pense que si c'est obligatoire, c'est parce que la maladie est grave et qu'il faut vraiment le faire. A contrario, si ce n'est pas obligatoire, alors qu'il y a des vaccins obligatoires dans le calendrier, c'est bien que pour celui-là, il y a des soucis, peut-être des effets secondaires ou peut-être des problèmes d'efficacité, mais si c'était si bon que ça serait obligatoire. Et donc ça, c'est important parce que ce constat de la difficulté que posait le double statut des vaccins dans la première année de vie, hein, vous vous rappelez, certains obligatoires, d'autres recommandés, était probablement à l'origine partielle, mais contribuait à la difficulté qu'on avait d'obtenir une couverture vaccinale élevée pour les vaccins qui n'étaient que recommandés. Alors j'ai mentionné la concertation citoyenne, j'en dis deux mots rapidement. Et donc c'est un processus qui s'est déroulé, comme vous le voyez, sur l'ensemble de l'année 2016, qui a consisté à mettre en place un comité d'orientation multidisciplinaire d'une petite vingtaine de personnes, de gens du domaine de la santé, mais aussi de gens des sciences sociales, et qui ont fait un rapport à la ministre sur l'évolution de la politique vaccinale, en se basant très largement sur les rapports qu'ont fournis deux jurys, un jury composé de citoyens et un jury composé de professionnels de santé, mais de professionnels de santé qui n'étaient pas des spécialistes de la vaccination. Alors, je n'ai pas le temps de vous présenter toutes les recommandations qui sont issues de cette concertation citoyenne, mais vous l'avez deviné, une de ces recommandations a été de rendre les vaccins qui n'étaient que recommandés pour le nourrisson obligatoires, et j'insiste, dans le cadre d'une mesure temporaire. Alors, il y a d'autres aspects, pour être un peu complet, qui ont également contribué à ce qui est devenu, comme vous le savez, finalement, un changement législatif. D'une part, le fait qu'à l'interrogation de savoir s'il était ou non, en 2017, possible de renforcer les obligations vaccinales plutôt que de les supprimer, avec, bien sûr, dans l'esprit la question de savoir si, à l'heure où on est plutôt dans l'empowerment et dans la responsabilisation, on a des lois en France, comme dans beaucoup de pays, qui garantissent la liberté de choix de chacun en matière de soins, s'il était ou non possible d'aller dans cette direction. Eh bien, on a été aidé par une famille anti-vaccinale qui a posé une question qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet au Conseil constitutionnel de se prononcer sur une question que n'importe quel citoyen peut lui poser, et la réponse à cette question était de dire, au vu des exigences de santé publique, il n'est pas contraire à la Constitution française de rendre obligatoire des vaccinations. Et puis nous avons aussi été aidés par une autre famille anti-vaccination qui a poursuivi le ministère de la Santé en disant, et on peut le comprendre, il y a 3 vaccins obligatoires, moi je veux bien vacciner mes enfants contre diphtérie, tétanos, polio, mais pas pour les autres, qui ne sont que recommandés, et donc fournissez-nous du vaccin diphtérie, tétanos, polio. Le ministère de la Santé a dit, ben non, je ne vais pas le faire, d'abord je ne sais pas le faire, je ne peux pas le faire, c'est allé jusqu'au Conseil d'État, et le Conseil d'État, dans sa grande sagesse, a dit, ben oui,
cette famille a raison, il faut qu'il y ait une concordance entre les vaccins obligatoires et les produits disponibles. Mais il a fait un petit clin d'œil à la ministre en disant, sauf à ce que la loi évolue en élargissant le champ des vaccinations obligatoires, vous devez prendre des mesures pour permettre de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination. Il y avait donc deux options possibles pour la ministre, soit de supprimer toutes les obligations, soit d'étendre les obligations pour correspondre aux produits disponibles qui étaient l'hexavalent. Vous avez compris pourquoi la première option n'a pas été choisie. Dans le contexte d'adhésion insuffisante de la population, il a été considéré qu'il serait trop risqué, d'un point de vue épidémiologique, de lever les obligations vaccinales, d'où la loi qui a été votée début 2018, et qui donc rend obligatoire l'ensemble des vaccinations du nourrisson, l'ensemble des vaccinations de routine. Il n'y a plus donc de vaccins qui auraient un statut différent au sein du calendrier vaccinal du nourrisson. Donc c'est le même calendrier vaccinal, hein, c'est important, il n'y a rien de changé dans la colonne de gauche, ce sont les mêmes vaccins, au même âge, il n'y a eu aucune injonction, aucune modification du calendrier, seul le statut vaccinal a été rectifié. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer de l'impact avec le recul dont nous disposons de ce changement législatif sur la couverture vaccinale? Je ne peux malheureusement vous présenter que les données d'avril 2019. Nous avons généré des données toutes récentes, mais elles sont sous embargo parce que la ministre souhaite garder la primeur de les rendre publiques. Elle devait les rendre publiques mardi prochain, mais à la suite des événements, ça sera retardé de quelques semaines. J'espère que ça sera que de quelques semaines. Donc je vous présente quand même les données que nous avons générées dans le cadre de la Semaine européenne de la vaccination de cette année. Et ce sont donc des toutes premières données qui permettent de dire déjà quelque chose sur la couverture vaccinale des vaccins de la première année de vie, pour lesquels on commence à avoir un petit peu de recul. Bien sûr, en avril 2019, il était trop tôt pour dire l'impact de l'obligation vaccinale pour des vaccins administrés à 12 mois, ou en tout cas à la deuxième année de vie, puisque le premier enfant pour lequel l'obligation vaccinale était effective était né le 1er janvier 2018, et donc on était beaucoup trop proche pour pouvoir en dire grand-chose. Juste pour, j'ai oublié de le mentionner, l'obligation vaccinale en France, finalement il faut bien avoir en tête que le changement dont je parle là n'est pas un aussi grand saut que dans d'autres pays, puisque nous avions déjà des obligations vaccinales. C'est simplement un élargissement. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire que dans la vraie vie, ça change tout. C'est-à-dire que tout est déjà en place depuis des décennies en France pour contrôler le statut vaccinal des enfants lorsqu'ils sont mis en collectivité. Donc là, les vaccins, il y en a 11 au lieu de 3. Ce qui ne change pas, donc, c'est la manière dont l'obligation vaccinale est mise en œuvre et vérifiée. Les vaccins sont obligatoires en soi, mais il est bien dit dans la loi que ce qui compte, et c'est la logique qui a prévalu à la justification de l'obligation vaccinale, ce qui compte, c'est qu'un enfant non vacciné ne puisse pas rentrer dans une institution dans laquelle il met à risque ses congénères. Et donc, l'obligation vaccinale, elle est contrôlée à l'entrée en collectivité. Vous pouvez avoir un enfant qui n'est pas vacciné, même s'il dépasse l'âge requis, s'il est gardé chez lui par ses parents, personne ne pourra trouver rien à lui redire. Donc c'est l'entrée en collectivité qui conditionne le contrôle de l'obligation vaccinale. Et la sanction, la seule sanction que nous avons supprimée, comme c'est pas moi, l'autorité de santé, le ministère a supprimé toutes les sanctions qui existaient dans le calendrier, qui étaient des sanctions financières, voire, en tout cas en théorie, des peines d'emprisonnement, ont été supprimées en disant ça n'a pas de sens, on ne fait pas une obligation vaccinale pour punir, on fait une obligation vaccinale pour protéger. Et donc la seule sanction, c'est ben non, vous ne voulez pas vacciner votre enfant, donc il ne peut pas aller à la collectivité, vous vous débrouillez, vous faites de l'instruction à domicile, mais il n'y a pas d'autre sanction que celle-ci. Donc les données de couverture vaccinale que nous avons générées, on n'a pas pu les générer avec l'outil de routine parce que, bien entendu, il n'est pas suffisamment réactif pour pouvoir dire début 2019 quelque chose sur une mesure qui date de 2018. Donc nous avons utilisé une autre source de données, qui est la base de remboursement de l'assurance maladie, dans laquelle toutes les prestations de soins de toute la population française de 99 avec quelque chose pour ça, elles sont enregistrées pendant 20 ans. C'est du big data, hein, ce sont des milliards de lignes de fichiers, c'est pas du tout fait pour la couverture vaccinale, donc ça a été un travail assez considérable pour pouvoir en extraire ce qui nous intéressait. La principale limite, c'est que les vaccins qui sont délivrés gratuitement, il y en a un petit peu par les centres de PMI, par définition, ne sont pas enregistrés dans une base de remboursement, donc on a dû essayer de contourner cette difficulté, et je passe aux résultats.
Donc, ce que je vous présente ici, ce sont donc des comparaisons pour la cohorte des enfants entre janvier et mai 2018 et les mêmes résultats pour les mêmes enfants, pas les mêmes entre guillemets, pour les enfants nés un an plus tôt durant la même période, c'est-à-dire janvier-mai 2017. Et donc, si on regarde les différentes balances, en tout cas dans la première ligne, vous voyez que pour toutes les balances, on a gagné de manière tout à fait intéressante. Bien sûr, plus on était déjà élevé, moins on a pu gagner, puisque la marge de manœuvre était beaucoup plus faible. Vous voyez que le pneumocoque, on est maintenant presque à 100%. Le plus spectaculaire, c'est le méningocoque première dose. Vous voyez qu'on est passé de 39,3 à 73,7, donc on a gagné 36% en une année de points de couverture vaccinale. Je vous avais mentionné le petit problème qu'on a avec l'hépatite B. Voilà, il n'y a plus de problème avec l'hépatite B. Hein. Tout le monde utilise l'hexavalent maintenant. Et pour le rappel, là aussi, rappel hexavalent à 11 mois. Bien sûr, les chiffres sont un peu décevants, mais on les mesure juste un mois après l'âge requis, donc forcément, on manque de recul. Là aussi, on a gagné 5%. Et ce qui est intéressant, c'est cette diapositive, parce que ici, ce sont des enfants qui ne sont pas concernés par l'obligation vaccinale, puisqu'ils sont nés en 2017, ils ont eu 12 mois en 2018, voire même des vaccins qui n'ont rien à voir avec l'obligation vaccinale, puisqu'il s'agit de l'exception HPV à 11-14 ans. Et ce qu'on voit, c'est que, alors que ça n'a rien à voir avec l'obligation vaccinale, eh bien, nous avons progressé. Et quand on compare le gain entre 2018-2017 par rapport au gain entre 2017 et 2016, vous voyez qu'à chaque fois, il est plus important. Et donc, la couverture vaccinale, y compris pour des vaccins pour des enfants non concernés par l'obligation vaccinale, a bénéficié d'une dynamique positive, contrairement à ce que certains esprits, peut-être un peu chagrins, nous prétendaient, ou nous prédisaient, qui est de dire, ben oui, vous allez gagner grâce à l'obligation pour les vaccins obligatoires, vous allez voir le prix que vous allez devoir payer pour ce qui n'est pas obligatoire, parce que les gens vont dire, on va se venger sur les autres vaccins. Je ne disais pas comme ça, mais je simplifie un petit peu leur pensée. Et vous voyez que ici, c'est la même diapositive que tout à l'heure sur la vaccin méningocoque C, mais présentée un petit peu différemment. Les enfants de 1 à 24 ans, je peux rappeler, pratiquement pas d'évolution durant la période vaccinale. Et ce qu'on voit ici, pour ce qui nous intéresse les moins de 1 an, vous voyez la chute spectaculaire de l'incidence des infections invasives à méningocoque chez les enfants de moins de 1 an. C'était un des objectifs de la réforme, et vous voyez qu'on est en passe de la table. Je termine avec juste deux ou trois diapositives sur des données d'adhésion. Alors, ce sont ici d'abord des données de deux enquêtes que nous avons menées avec deux sociétés savantes, le Collège de la médecine générale et l'Association française de pédiatrie ambulatoire, pour recueillir début 2019 leur perception de la nouvelle loi. Vous voyez qu'en gros, les perceptions sont extrêmement favorables, y compris chez les médecins généralistes, en faveur de la vaccination générale. C'était attendu et c'est rassurant. Et quand on leur pose la question sur leur perception de l'obligation vaccinale, vous voyez que les trois quarts des médecins généralistes et pratiquement tous les pédiatres disent que c'était une bonne mesure. Quand on leur demande quelles sont les conséquences sur les relations avec les parents des nourrissons, vous voyez que pour presque un médecin généraliste sur deux et les trois quarts des pédiatres, elle les simplifie. Et il y en a très peu qui disent qu'elle les complique, 10% au maximum. Et quand on leur demande quelle est leur perception de l'impact de cette mesure sur la réticence de certains parents vis-à-vis de la vaccination, vous voyez qu'il y a très peu de réponses, aussi bien chez les pédiatres que chez les généralistes, du type « elles ont compliqué, elles ont augmenté les réticences des parents », et beaucoup plus, et en particulier pour les pédiatres, qui répondent que non, au contraire, ça a diminué les réticences des parents. Et quand on interroge la population elle-même, je vais juste extraire quelques données d'une enquête qu'on a faite avec l'HCVVA. Vous voyez que, en gros, et en particulier sur cette partie du bas, vous voyez qu'on a 67% de la population qui répond qu'elle est soit très, soit plutôt favorable à l'extension de l'obligation vaccinale. Et c'est mieux que ce qu'on avait dans une enquête similaire faite quelques mois auparavant, en décembre 2017, où on avait 60% de la population qui répondait être favorable à l'obligation vaccinale. Mais ne crions pas cocorico, dit surtout Victoire Trotteau. Dans la même enquête, quand on interroge la population sur un certain nombre de perceptions vis-à-vis de la vaccination, vous voyez qu'on a des résultats qui restent tout à fait non satisfaisants, voire inquiétants, avec 65% qui pensent que peu ou prou la vaccination est surtout là pour servir les intérêts de l'industrie pharmaceutique, qu'il y a trop de vaccins
ou qu'on vaccine contre un trop grand nombre de maladies, voire même que les vaccins sont dangereux pour les enfants. Donc il reste énormément de travail à faire. C'est ce que nous essayons de faire à travers le développement de tout un ensemble d'outils pour le grand public. Et ici quelques-uns avec des vidéos, des brochures, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Également des outils pour aider les professionnels de santé, car c'est bien entendu eux la pierre angulaire, c'est eux qui vont faire que la situation va s'arranger, parce que c'est eux que les familles consultent lorsqu'elles ont des doutes, des questions sur la vaccination. Et donc il faut les aider à répondre à toutes les interrogations légitimes pour les parents sur la vaccination et sur les risques. Et puis quand même, je voudrais terminer sur ce que je pense être peut-être une réussite. C'est la création de ce site qui s'appelle Vaccination Info Service, qui est un site donc, gouvernemental mis en place par la Santé publique France, qui a deux entrées, une entrée grand public, une entrée professionnelle de santé, dans laquelle nous avons essayé de répondre à toutes les interrogations que la population comme les professionnels de santé peuvent se poser sur les vaccins, et nous avons même abordé les problèmes un petit peu délicats, des effets secondaires, de polémiques en cours, et il semblerait que nous répondions à une demande, la version professionnelle de santé a été ouverte il y a quelques mois, nous avons déjà eu 400 000 visiteurs, la version grand public a été ouverte depuis mars 2017, c'est à chaque fois au moment de la semaine européenne de la vaccination, nous avons eu 9 millions de visiteurs, donc vous voyez que je pense que ce site, et il suffit maintenant de taper Vaccin France, et ce qui arrive en premier, je vous invite à le faire, ce n'est plus tous les sites anti-vaccination comme il y a quelques années, c'est Vaccination Info Service. Donc voilà, les couvertures progressent chez les enfants de moins de 1 an, avec ce grand succès pour le méningococcé. Soyons honnêtes, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait une montée en charge de cette vaccination qui avait été introduite récemment. On est rassuré de voir une progression, y compris pour des vaccins qui ne sont pas concernés par l'obligation vaccinale, ou pour les enfants qui ne sont pas concernés par l'obligation vaccinale. Donc il n'y a pas d'effet délétère de la mesure, au contraire une dynamique positive, une adhésion forte des professionnels de santé à l'obligation vaccinale, une adhésion majoritaire des parents à l'obligation, mais bien sûr, on n'a pas résolu le problème, les doutes, les craintes, la méfiance est toujours là, et donc ceci nous pousse à ne pas nous reposer sur ce qui n'est même pas des théories d'ailleurs, mais sur la coercition et continuer, poursuivre, renforcer nos efforts pour restaurer la confiance de la population avec l'espoir, et c'est conforme à l'esprit de la loi, un jour de pouvoir enfin lever l'ensemble des obligations vaccinales. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors il se trouve que, et ce n'était pas prévu lorsque je vous ai invité, mais les leaders de la recherche et de la production mondiale en vaccination, la GSK Bio, ils sont dans la salle. Le patron de GSK Bio est ici avec une partie de ses équipes. Donc c'est un hasard incroyable. Je signale, parce que probablement vous ne le savez pas dans la salle, qu'en Belgique, pour l'instant, il y a un seul vaccin qui est obligatoire, c'est la polio. C'est le seul. Donc nous sommes loin de là. Michel ? Oui, bravo pour cette remarquable présentation. Je voudrais revenir au tout début de votre exposé. Vous avez montré le calendrier vaccinal en France. Alors, comme vous savez sans doute, il y a quand même une différence importante, si on parle de la deuxième dose du vaccin rougeole, entre la France et la Belgique. Chez nous, on le donne beaucoup plus tard, chez l'enfant, lorsqu'il est à l'école. Et donc, je voudrais quand même vous poser la question, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que des experts de pays aussi proches n'arrivent pas à s'accorder ou qu'il n'y ait pas une harmonisation européenne contribue à un facteur que vous n'avez pas évoqué sur l'hésitation vaccinale, c'est la méfiance vis-à-vis des experts eux-mêmes. Si j'ai le temps, juste pour vous poser une deuxième question à propos de la couverture contre le vaccin HPV, parce que malgré les progrès, cette couverture reste vraiment très faible quand on la compare à d'autres pays, et en tout cas dans notre pays, à la région flamande, avec là une différence terrible avec la région francophone, où on est à peu près à votre niveau. Et donc ma question, que comptez-vous faire en France pour effectivement rattraper votre retard dans le domaine du vaccin HPV? Merci beaucoup. Alors, sur la première question, vous m'entendez? Oui.
Sur la première question, oui, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail. Bien sûr, nous avons identifié une certaine défiance envers l'expertise qui n'est pas spécifique à la vaccination, mais qui croît dans nos sociétés. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très liée à la différence, sincèrement, des calendriers de vaccination. Je crois que l'immense majorité des Français n'a aucune idée de savoir si le calendrier vaccinal français est différent du calendrier vaccinal belge ou allemand ou italien. Je ne sais pas que ce n'est pas ça. Mais il y a effectivement un vrai problème de confiance dans l'expertise. Sur la diapositive où j'ai montré la chute de la confiance, j'ai mis vaccination H1N1 2009, peut-être aurait dû aussi ajouter Mediator. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, il y a effectivement en France, malheureusement, des crises sanitaires qui sont réelles, qui sont pour certaines susceptibles d'être qualifiées de scandales sanitaires, qui ont contribué largement à ce que la population française se défie de l'expertise et la décision publique. Et concernant la deuxième question, sur HPV, oui, bien sûr, je ne vais pas me satisfaire de 2% de couverture vaccinale en plus des 25 ou 27%. On voit, mais je ne peux pas le montrer encore parce qu'on mesure la couverture vaccinale à 15 ans. Maintenant, on vaccine à 11 ans. On voit que depuis 2 ans, on a une augmentation très significative des ventes de vaccins et des remboursements de vaccins à 11, 12, 13, 14. Donc, j'aurai des chiffres plus optimistes à montrer très, très rapidement. Et puis, comme vous l'avez peut-être vu, et c'est dans le domaine public, la Haute Autorité de Santé a fait une recommandation d'extension de la vaccination aux garçons et on espère que cette vaccination non genrée aura un effet d'entraînement. Certains pensent que c'est une des raisons qui limite la couverture vaccinale des filles, c'est le caractère sexué de cette recommandation. Merci beaucoup pour votre exposé. Je suis pédiatre, donc je suis très sensible à cet exposé. Je trouve que, bien sûr, la communication est absolument essentielle dans la matière. Et les grands médias, souvent, quand ils font des émissions, c'est souvent pour mettre, bien sûr, des personnes qui valorisent la vaccination avec des personnes qui la critiquent, avec, je dirais, très souvent des aspects plutôt d'ordre religieux, je dirais plutôt que des aspects de nature vraiment scientifique. Et je pense que la population a vraiment besoin d'être informée d'une manière extrêmement précise. Mais pas seulement la population, les médecins, les infirmières, on voit combien le doute est très important parmi certains médecins et parmi des infirmières ou des paramédicaux. Et je trouve qu'il est important aussi d'insister sur certains aspects. Par exemple, vous citiez tantôt l'encéphalite rougeoleuse, qui représente un cas sur 1000. On voit qu'ici c'est 35 cas pour 24 000, donc c'était même plus. Et au fond, la moitié de ces patients présentent des paralysies définitives. Et donc, en Belgique, si on ne prend que la rougeole, ça fait 120 patients qui sont paralysés définitifs sur une année si on ne les vaccine pas. Si on ajoute les oreillons, à peu près même statistique, ça fait 240 enfants. 240 enfants, c'est une école de paralysés en une année. Je trouve que de temps en temps, des informations qui mettent en perspective des chiffres sont importantes et on a besoin de ça. Et quand on donne ces informations aux étudiants en médecine, on voit que leur œil s'éclaire aussi par rapport à la manière dont ils pourront peut-être informer mieux la population. Vous avez raison et en même temps, il y a quelques années, je vous aurais dit, je suis d'accord avec vous à 100%. Je commence un peu à douter parce qu'il y a plusieurs recherches qui ont été publiées dans les dernières années qui montrent que les stratégies de communication sur lesquelles moi j'étais assez incitatif, qui consistent à parler des méfaits de la maladie, il semblerait qu'elles puissent avoir des effets contre-productifs et que ça renforce une sorte de réflexe d'éloignement vis-à-vis de la problématique si on met en avant les dangers de la maladie. Donc il y a plusieurs études qui ont montré que finalement ça ne marche pas si bien. Je pense que vous avez raison, que ça marche très bien sur le personnel de santé. Ça c'est clair. La population, ça peut au contraire la renforcer dans leur attitude anti-vaccination avec des biais cognitifs que les sociologues commencent et les psychologues commencent à avoir bien analysé. Donc, malheureusement, on ne sait plus très bien comment avancer, quelle est la bonne stratégie, faut-il faire peur, faut-il ou pas, c'est plus si clair, sincèrement j'ai les doutes.
question? Oui? Vous n'avez pas évoqué le problème de l'aluminium. Dans les médias, et particulièrement en France, la suite d'une étude parisienne qui a fait beaucoup de montre des lésions musculaires au site d'injection du vaccin et secondairement potentiellement des dégâts neurologiques. J'ai vu plusieurs films de France discréditant totalement la vaccination. Ces films, je les ai vus dans le cadre du festival Images qui ont lieu à Liège tous les 2 ans. Et au fil des années, j'ai vu un nombre de films considérable qui discréditent la vaccination auprès du public en raison de la présence d'aluminium considéré comme important pour la prise du vaccin. Est-ce que, quand cette étude vient de France, est-ce que cela a eu un impact sur le caractère négatif perçu par la population des vaccinations, comme vous l'avez rapporté? Oui, tout à fait. Chaque pays a sa croix en matière de crise vaccinale. On a été épargné pendant très longtemps de horreur et autisme. Maintenant, les réseaux sociaux font qu'il y a une internationalisation des crises vaccinales. Et je pense que dans l'autre sens, nous sommes en train d'exporter notre crise aluminium un petit peu partout. Donc oui, ça c'est un de nos gros sujets. Et c'est difficile parce que ce sujet de risque de l'aluminium, il est porté par une personnalité scientifiquement reconnue. Et donc on a du mal à la contrer. Donc oui, on essaye de ramener un petit peu de rationalité sur ce qui n'est qu'une hypothèse, sur lequel il n'y a aucune donnée probante, aucune donnée chez l'homme. J'ai tout un argumentaire que je décline, que je n'ai pas le temps de décliner ici sur la question. Ce que je peux dire en 30 secondes, c'est que de toute façon, si on essaie d'être raisonnable et de rester scientifique, scientifique, la première qualité, je pense que c'est pas ici que je trouverai quelqu'un pour me contrer, c'est de douter. Et donc, on ne peut pas affirmer, il n'y a rien à voir, circuler, c'est sûr que c'est zéro. Donc, je pense que cette hypothèse n'est pas fondée, en regardant attentivement les données. Mais ce qui paraît important à le dire, c'est que même si elle l'était, même si un jour il s'avérait qu'effectivement, dans une sous-population avec des facteurs génétiques extrêmement précis, il y aurait une proportion 1, en matière de santé publique, et c'est là où ça devient très compliqué, mais c'est là où c'est passionnant, la vaccinologie, c'est toujours ce balancement entre la dimension individuelle et collective, c'est que même si c'était vrai, d'abord ça ne concerne essentiellement que l'adulte. La moyenne d'âge des cas de myofasciite à macrophage, puisque c'est le nom donné à cette maladie, entre guillemets, c'est 45 ans, ça ne concernerait que l'adulte et dans une proportion extrêmement faible des vaccinés, et ça ne concerne pas l'enfant de toute façon. Et donc la balance bénéfice-risque chez l'adulte, si on vaccine les gens qui ont besoin d'être vaccinés, elle resterait extrêmement favorable, et chez l'enfant, il n'y a même pas de question à se poser. La myofasciite à macrophage, chez l'enfant, ça n'existe pas. Si tant est que la myofasciite à macrophage existe. Effectivement, mais c'est un autre débat, les adjuvants immunologiques. Plus d'autres questions? Monsieur Lévy-Proulx, merci beaucoup.